Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer tout de suite les titres du journal. Lancement officiel de l'initiative 1.5 à l'Université d'Abomey-Calavi, c'est une réponse à la problématique des changements climatiques toujours d'actualité. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD appelle à un engagement citoyen pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique à travers une responsabilité plus accrue en faveur du climat. Les enjeux de l'inclusion financière au cœur d'un atelier de sensibilisation des acteurs du secteur de la microfinance au Bénin, c'est une activité de la direction en charge de la microfinance et qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du projet de promotion de l'inclusion financière et ses impacts sur l'économie et l'autonomisation des femmes. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également dans ce journal de l'initiative vaccinale décentralisée, qui est un projet conçu et mis en œuvre dans sa phase pilote dans 5 communes du Bénin, dont Sohava. Son objectif est d'augmenter la demande de vaccination par les communautés. Lancé depuis 2016, les acteurs se sont réunis à Sohava ce mardi, 18 février 2020, pour analyser les résultats obtenus et envisager les perspectives. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La problématique des changements climatiques est toujours d'actualité. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD appelle à un engagement citoyen pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Cela se traduit d'ailleurs par le lancement de l'initiative 1.5 ce mardi à l'Université d'Abomey-Calavi. Une invite en ligne en vue d'une responsabilité plus accrue en faveur du climat. Reportage. La promesse climatique du programme des Nations Unies pour le développement prend corps au Bénin. Le Bénin, retenu pour être pays pilote de l'initiative 1.5 lancée le 13 février dernier à New York. Il s'agit là d'une action climatique plus audacieuse qui vise à toucher le plus grand nombre de populations sur les effets néfastes des changements climatiques. Et pour le top de cette vaste campagne de sensibilisation, c'est la communauté universitaire qui est mobilisée. Cette initiative vise à sensibiliser le monde entier, toutes les populations, les communautés, sur l'urgence qu'il y a de tout faire pour réduire le réchauffement climatique à 1,5 et même en dessous. Donc le Bénin a été choisi comme pays pilote pour le lancement de cette initiative et c'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui pour sensibiliser toutes les couches de la population sur les effets néfastes des changements climatiques et sur la responsabilité que tout un chacun de nous avons pour agir maintenant et vite pour sauver la planète Terre. Le choix du Bénin pour piloter cette initiative de l'administrateur du PNUD réside dans la crédibilité et surtout la disponibilité du gouvernement béninois à accompagner ce vaste mouvement de plaidoyer et de mobilisation de ressources pour financer l'action climatique en vue d'atteindre les 1,5 et même en dessous. Le Bénin, à l'instar de bon nombre d'États partis à l'accord de Paris, a élaboré et soumis son CDN en 2016. Notre pays est donc engagé à jouer sa partition dans cet effort mondial de maintenir pour les générations futures un monde viable, vivable et stable, gage d'un développement économique et humain juste et durable. Le choix porté sur notre pays, le Bénin, confirme une fois encore que les efforts inlassables de notre pays en matière de lutte contre le réchauffement climatique sont reconnus. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer l'engagement personnel et le leadership éclairé du président de la République, le président Patrice Talon, dans le maintien d'un environnement durable et d'une croissance plus juste, plus équitable et plus durable. Le message du PNUD est fait de communication mettant en évidence la menace que constituent les changements climatiques et leur impact sur le développement durable. Les étudiants et les populations sont invités à manifester leur engagement à combattre ce phénomène sur www.mission1.5.bj.
La Cour d'appel de Cotonou a abrité ce mardi le scénario d'une clinique juridique de l'environnement. Il s'agit d'un procès simulé organisé par l'Institut de la francophonie pour le développement durable et coordonné par le ministère du Cadre de vie et du développement durable. L'objectif de cette séance d'exercice pratique est d'amener les étudiants et tous les acteurs de la société à mieux appréhender les atouts du droit de l'environnement. Les détails dans ce reportage. C'est un procès simulé qui se déroule ici dans l'une des salles d'audience de la Cour d'appel de Cotonou. Initié par l'Institut de la francophonie pour le développement durable et coordonné par le ministère du Cadre de vie et du développement durable, la clinique judiciaire que voici met en exergue l'importance du droit de l'environnement dans la société. Un droit très peu exprimé devant les juridictions africaines, mais qui représente aujourd'hui un défi. Un véritable défi puisqu'il s'agit de montrer par un exercice pratique, par une simulation d'un procès environnemental, de montrer tout l'intérêt, l'importance et l'actualité du droit de l'environnement en tant qu'instrument de la justice environnementale. Si nous ne voulons pas nous retrouver dans quelques décennies avec un constat d'échec, il est essentiel que nous puissions réveiller les consciences de tous les citoyens, qu'ils soient ouvriers, paysans, chefs d'entreprise, étudiants, hommes politiques ou femmes même de ménage. Nous devons nous y atteler pour faire en sorte que la protection de l'environnement devienne une constance. Et pour gagner ce pari, la clinique juridique initiée au profit des étudiants a mobilisé plusieurs experts du droit international et des procédures judiciaires. C'est une formation pédagogique et pratique impliquant à la fois l'application du droit international, régional et national. Cet ensemble, ce corpus juridique, très impressionnant, pour certains il est même trop impressionnant, mais il s'agit maintenant de en faire un droit vivant, pas simplement des textes juridiques qui, pour certains d'entre eux, sont des textes assez morts, assez passifs, mais en faire un vrai droit vivant. Et la vie du droit, c'est par la jurisprudence, c'est par le recours à la justice. C'est là que le droit manifeste son caractère vivant. Entre la théorie et la pratique, le fossé demeure très grand et cette clinique vient à point nommé pour réduire cet écart. Ce laboratoire juridique d'expérimentation du droit de l'environnement permettra et facilitera une meilleure appropriation de nos tests. Nous avons suivi plusieurs séquences et qui ont permis à nos apprenants de faire parler désormais nos tests qui, pour la plupart du temps, sont restés très muets. Encadrée par des professionnels du droit, la clinique juridique a donc pour vocation de susciter le recours pour le droit de l'environnement. La pertinence et la qualité de cet exercice juridique dépendent de la rigueur de l'argumentaire. Immersion du corps judiciaire dans les forêts béninoises, l'initiative émane des responsables de l'Office national du bois, ONAB. Elle vise à faire toucher du doigt les réalités de la gestion des ressources forestières, mais également les difficultés que rencontre l'Office dans la mission qui lui est assignée. Cette visite guidée a également pour objectif de faire appréhender les dégâts causés par les incendies. Imet Hélène Amourso pour les détails. Ils sont venus d'Alada, de Djougou, de Pobé et d'Abomey. Ces hommes et femmes en service dans les tribunaux de ces différentes villes et bien d'autres structures sont ici les hôtes de l'Office national du bois ONAB. En visite dans cette forêt de la Lama, ces présidents et procureurs ainsi que responsables à divers niveaux sont allés s'imprégner de la gestion des ressources de la réserve. Une gestion dite participative parce que impliquant riverains, autorités décentralisées, agents des eaux et forêts et divers autres responsables. Malgré les moyens humains et matériels, l'effort consenti, en plus de la volonté affichée pour une gestion concertée, des problèmes subsistent. Plus que les fois précédentes, cette année, ce sont des centaines d'hectares qui ont connu des incendies, causant des pertes énormes à l'ONAB. Les dégâts que nous avons enregistrés depuis le 27 janvier jusqu'à ce jour fait état de 1500 hectares brûlés et près de 3000 mètres cubes de bois calcinés. La manière dont ça se passe au même moment,
sur différentes parcelles à de grandes distances, c'est bien prémédité. C'est-à-dire, on le fait, on nous alerte, le temps de venir, vous rencontrez autre chose et vous n'atteignez plus ce pourquoi on vous a appelé. Démarré 4 jours plus tôt, la visite a permis à ces membres du corps judiciaire et ceux qui les accompagnent de parcourir les secteurs forestiers de Pénésoulou, Basila, Achirigbe, Dogbo, Ketou, Agrimé, Lama et autres. Le périple a été l'occasion pour les uns et les autres de toucher du doigt les difficultés de même que les peines encourues par l'ONAB dans la protection et la préservation des ressources forestières. Les autres ont fait des suggestions et promis jouer convenablement leur partition au moment opportun. Pour la plupart du temps, quand nous allons au tribunal, pour les choses qui nous gênent profondément, le tribunal n'apprécie pas sa juste valeur et dans les sentences qui nous déçoivent. Alors, c'est ça qui nous a donné l'idée d'entreprendre de sensibiliser le corps judiciaire. On nous en parle, mais venir toucher du doigt comme ça la réalité destructrice de ces feux de forêt, je peux dire que c'est un drame. Il faut qu'on les aide à régler ça. Et dès que ces fautifs seront appréhendés, il faut qu'une sanction exemplaire leur soit appliquée. Et je crois que les procureurs sont assez sensibilisés sur ces situations-là. Excepté les incendies, l'ONAB fait face à d'autres problèmes comme la coupe frauduleuse des bois, mais aussi le bradage de certaines portions de cette terre, touchées par les multiples efforts consentis et le bien fondé de la bataille de l'Office national du bois. Ces procureurs, présidents et autres visiteurs se disent acquis à la cause de la structure. Ils repartent dans leurs juridictions respectives avec l'espoir de pouvoir contribuer désormais à la sauvegarde des réserves forestières du pays. Lancement de l'atelier de sensibilisation des acteurs du secteur de la microfinance sur les enjeux de l'inclusion financière au Bénin. C'est une activité de la direction en charge de la microfinance et qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du projet de promotion de l'inclusion financière et ses impacts sur l'économie et l'autonomisation des femmes. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mardi par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Reportage. Les acteurs du secteur financier et de la microfinance ensemble pour réfléchir sur l'importance de l'inclusion financière dans le système économique béninois. Il s'agit de la tenue de l'atelier de sensibilisation des acteurs sur les nouveaux enjeux de l'inclusion financière. Une sensibilisation organisée par la Direction générale de la microfinance du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ceci dans le cadre du projet d'appui au développement, à la professionnalisation et à l'assainissement de la microfinance ADAPAMI. Mes sincères remerciements à monsieur le directeur du projet ADAPAMI et à tous ses collaborateurs pour leur appui technique et financier à l'organisation de cette rencontre périodique. Madame le ministre, votre présence est une marque de l'engagement du gouvernement pour la création des conditions favorables à l'inclusion financière au Bénin. Cette activité est l'une des actions prévues au contrat de performance de la Direction de l'inclusion financière et de l'autonomisation économique pour soutenir les efforts du gouvernement béninois en vue d'une inclusion financière des populations en s'inspirant de la stratégie régionale d'inclusion financière à laquelle le Bénin est partie prenante. Le projet en question a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la situation économique de la population béninoise, surtout celle des femmes. Pour ce faire, ADAPAMI et ses partenaires entendent impacter 5 000 nouveaux bénéficiaires, dont 350 000 femmes. Et pour les partenaires canadiens et la ministre en charge de la microfinance, cette ambition est à saluer. La lutte contre la pauvreté nécessite une synergie d'action des différents acteurs qui œuvrent pour le développement, au premier rang desquels figurent les professionnels de la microfinance. Votre promptitude à ce rendez-vous est une marque de l'importance que vous accordez à notre combat commun qui est axé sur la réduction de la pauvreté au sein des populations béninoises à travers la promotion d'une offre de services financiers adaptée. De façon spécifique, cet atelier vise à vulgariser la notion d'inclusion financière et préciser ses implications pour les acteurs du secteur de la microfinance. Présenter les enjeux liés à la promotion de l'inclusion financière, ressortir l'importance du volet égalité hommes-femmes dans la stratégie nationale d'inclusion financière en cours d'élaboration.
Notre mission ne saurait prospérer que dans un cadre de concertation, de synergie d'action des différents acteurs ainsi que de mutualisation des moyens. Les échanges en question permettront aux participants de mieux vulgariser désormais la notion de l'inclusion financière tout en précisant ses implications pour chaque acteur de la microfinance. Le résultat attendu est que l'inclusion financière dans toutes ses dimensions soit une réalité au Bénin. Le ministère des Finances et la Commission électorale nationale autonome se sont entendus sur le montant à allouer à l'organisation du scrutin municipal et communal prochain. Plus de 6 milliards ont été retenus au terme du long processus d'arbitrage qui a impliqué l'ensemble des acteurs devant intervenir dans la tenue de ce rendez-vous. Nous allons suivre un extrait du communiqué final lu par le président de la Sénat. Le budget général des consultations électorales, adopté à l'issue des travaux, intègre toutes les nouvelles dispositions du Code électoral et s'établit à la somme de 6 milliards 993 millions 528 200 francs CFA. Il se dépose comme suit. Commission électorale nationale autonome, 5 milliards 200 millions de francs CFA. Cour suprême, 620 millions de francs CFA. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 200 millions de francs CFA. Ministère de la Justice et de la Législation, 35 millions de francs CFA. Ministère de la Communication et de la Poste, 154 millions de francs CFA. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, 351 millions 690 millions de francs CFA. Ministère de la Défense nationale, 322 millions 838 200 francs CFA. Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, 110 millions de francs CFA, soit au total 6 milliards 993 millions 528 200 francs CFA. Les décaissements liés à ce budget se feront de manière à assurer une organisation parfaite des dites élections, et ceci en respect des règles budgétaires et comptables en vigueur. Le chef de l'État a donné des instructions très claires pour que tout ce qui relève des responsabilités de l'État, que ce soit du point de vue purement administratif ou du point de vue budgétaire et donc financier, que tout soit mis en œuvre pour que les prochaines élections soient des élections apaisées, inclusives et que ce soit des élections qui connaissent un succès franc. Parlons vite des partis politiques à présent. Suite aux allégations de Eugène Azatasso, membre des Forces Cori pour un Bénin émergent, sur votre émission matinale hier, Christian Adandédian a reçu pour le compte du numéro d'Actu Matin de ce mardi El Farouk Soumanou. Il est lui aussi membre du parti FCBE côté Paul Rompé. Il est venu donner sa version des faits qui sont à la base du bras de fer qui s'observe au sein des membres du parti. Il parle des 6 mensonges de Eugène Azatasso sur lesquels il est revenu. Nous allons suivre un extrait de ses propos. Hier, vous avez reçu donc l'ancien communiste et courtisan, qui est, disons... Il a été coordonnateur également. En tout cas, ancien coordonnateur et celui qui a l'origine de la crise au sein des FCBE. Comment? Et le premier mensonge de M. Azatasso hier, c'est de dire qu'il y a eu parodie de congrès et que le récépissé que nous avons eu était dû au parti FCBE. D'abord, il n'y a pas eu de parodie de congrès. Il y a bel et bien eu congrès. Lorsqu'on a géré le pouvoir pendant 10 ans, on doit savoir que c'est le ministre de l'Intérieur qui est le ministre chargé de l'application de la politique du gouvernement en matière de gestion des partis politiques. Et c'est lui qui dit la procédure qu'il faut suivre, conformément bien sûr à la loi, pour avoir le récépissé. C'est la conduite définie par le ministre Akalafia que nous avions suivie. Nous avons une réunion constituée en bonne et due forme. Nous avons la liste des participants. Et donc, il n'y a pas eu parodie de congrès. Le récépissé n'est pas dû.
Azatassou ne faisait pas partie des participants au congrès. Pourquoi? Puisque lors des réunions préparatoires, Azatassou et ses alliés faisaient partie des gens qui étaient contre l'organisation des congrès. Ce qui était dû au parti FCBE, c'est le certificat de conformité. Deuxième mensonge, il dit que nous avions remis des documents non authentifiés au président d'honneur. Mais c'est ridicule. Parce que le ministère de l'Intérieur demande 4 copies originales. Mais quand vous déposez les copies originales au ministère, on ne vous retourne pas de copies originales. Donc nous-mêmes, au niveau de M. Rumpert, c'est une photocopie que nous avions. Et quand on parle d'authentification, c'est là où c'est grave. Quand on dit qu'on a déposé des dossiers, qu'il faut aller les signer. C'est même la preuve qu'on manque de confiance. Sinon, comment comprendre qu'un certain Rumpert, Paul, et tous ceux qui sont autour de lui remettent un document au président de et qu'on doute de l'authenticité de ce document. Troisième mensonge, le retrait des prérogatives du PH. Je salue et je remercie André, je l'ai suivi hier quand il parlait. André lui a donné, mais le président d'honneur, souvent, c'est un poste honorifique, non? Non, c'est ça. Il a dit, le président d'honneur est une institution. Pensez-vous, chers amis, que le président Boniaï, qui a dirigé ce pays pendant 10 ans, avec tout ce qu'il a fait pour nous, est-ce qu'il a besoin d'un papier ou d'un titre, d'une prérogative au sein des FCBE pour faire imposer son point de vue? Ils sont en train d'humilier et de rabaisser. Est-ce que Boniaï a demandé cette pièce et qu'il a demandé à avoir ces privilèges-là, ces prérogatives? Non. Quatrième mensonge, le refus de signer un protocole d'accord. Voilà un protocole d'accord qui a été arrêté, c'est-à-dire des accords ont été retenus à la fin de la crise. Et il suffisait, et il s'est agi donc de faire présenter ces accords au bureau exécutif national. Le camp Rumpert a montré sa bonne foi en convoquant le bureau politique, en convoquant le bureau exécutif national. Mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont monté des gens du bureau exécutif de l'autre camp pour demander à ce que le protocole, les accords qui ont été retenus au domicile du président d'honneur soient amendés. Voilà une guerre où il y a eu 2 ailes qui ont envoyé des délégations de 12 personnes chacun pour aller négocier. Ils négocient, ils arrêtent. Et le point culminant, c'est l'organisation d'un congrès 2 semaines après l'installation des prochains conseils communaux. Et des gens de l'autre camp viennent au bureau national pour dire, je les cite, les accords arrêtés avec le président d'honneur ne nous engagent pas. Nous allons pouvoir les amender. Les amis, il faut voir. Comment voulez-vous que les gens viennent signer des accords amendés par le bureau national alors que c'est des accords qui ont été retenus devant le président d'honneur? 5e mensonge, la requête des 41 membres, j'ai entendu parler, vous l'avez demandé, Blanco. Heureusement, si vous repassez l'élément, je suis fier que M. Azatassou ait reconnu qu'il y a eu fraude. Il y a délit. Non, il n'a jamais. Ah oui, d'accord. Nous avons l'élément et on verra la suite parce que lorsque vous avez cet état, des gens qui ne sont même pas sur le territoire là, ça on parle de procuration. Lorsque quelqu'un vous donne procuration, on ne vous demande pas d'inventer une signature devant son nom. Le dernier mensonge, et qui, je dis, c'est de dire qu'ils ont demandé le blocage des dossiers devant eux au niveau des coordinations. Et il dit que c'est pour être rassuré. Non. Pour le moment, je crois que cette guerre-là ne concerne pas les militants. Ce n'est pas pour être rassuré. Ils l'ont fait parce qu'ils ne sont pas du tout dans la logique de prendre part aux élections. Comme ils ont pu manipuler. Il a dit le contraire. Il a dit sur ce plateau. On verra. Dans quelques jours, on verra ceux qui veulent aller aux élections. Ils sont dans une logique de nous empêcher d'aller aux élections. Et je vais vous dire que le congrès dont on parle, qu'on réclame à corps et à cri, ce n'est pas pour réhabiliter le président d'honneur. Je vous ai dit que le président Yaïbou n'a pas besoin de ça. C'est pour débarquer Paul Rumpert et ses alliés. Dans un tout autre registre, nous allons parler à présent de l'initiative vaccinale décentralisée. C'est un projet conçu et mis en œuvre dans sa phase pilote dans 5 communes du Bénin, dont Soava. Son objectif est d'augmenter la demande de vaccination par les communautés. Le projet est lancé depuis 2016 et un forum bilan a été organisé ce mardi 18 février 2020 dans la commune de Soava pour analyser les résultats obtenus et envisager les perspectives. Idrissou Boukari pour les détails. La cité lacustre de Soava était confrontée il y a quelques années à la problématique liée à la couverture vaccinale, l'hygiène et l'assainissement. Et comme solution à ce problème, l'initiative vaccinale décentralisée a été mise en place dont la phase pilote prend en compte les communes de Soava, Aboumey-Calavi, Cotonou, Savalou et Banté. Le projet a démarré depuis 2016 et après 4 ans de mise en œuvre, l'heure est au bilan. C'est ce qui justifie la tenue de ce forum ce mardi à la Maison des Jeunes de Soava. L'initiative vaccinale décentralisée a eu un impact majeur sur la population. Il y a plus de 4000 enfants
qui ont reçu leur volet numéro 1. Il y a plus de 120 000 femmes qui ont été référées dans les centres de santé, à la zone sanitaire, à Lomel, etc. Il y a plus de 200 enfants et autres patients que nous avons référés avec les barques UNICEF. Il y a beaucoup de résultats. Je pense que c'est un acquis pour nous. Aujourd'hui, c'est de voir les perspectives. Il ne faut pas dire qu'on a déjà un acquis, on a les résultats pour croiser les bras. Il faut continuer, d'autant plus que tous les jours, les enfants naissent. À l'heure du bilan, nous pouvons nous assurer que l'IVD a impacté considérablement la cible désignée et induit des changements de mentalité et de comportement chez nos populations. La couverture vaccinale s'est nettement accrue et les précautions pour l'hygiène et l'assainissement sont de plus en plus adoptées. Cela va sans dire que cette initiative est bénéfique et se doit être pérennisée. Durant les 4 années de mise en œuvre de l'initiative vaccinale décentralisée, d'importantes actions ont été menées. À travers cette projection, les activités phares ont été présentées avec des résultats très encourageants. On parle entre autres de la mise en place d'un cadre de concertation présidé par André Todje, des plaidoyers et mobilisations de toutes les couches sociales, de la caravane nautique sur la vaccination, la sensibilisation dans les grandes embarcations de la commune en partance pour Cotonou et bien d'autres. 2 principaux partenaires ont soutenu la mise en œuvre du projet, l'UNICEF et l'USAID. L'USAID a clairement compris qu'il s'engageait à contribuer à réduire le taux de mortalité chez les enfants de 0 à 59 mois. Ce noble objectif cadre bien avec ceux du cadre stratégique de l'USAID 2017-2022 qui dispose en ses points 2 et 3 d'améliorer la protection des populations vulnérables et de renforcer la gouvernance du secteur santé. Cette approche fait partie intégrante de l'engagement de l'UNICEF recentré sur l'équité. Ne laissez personne de côté pour atteindre chaque enfant où qu'il se trouve. Les participants à ce forum bilan sur l'initiative vaccinale décentralisée sont pour la plupart des pères et mères modèles. Ces parents qui suivent rigoureusement le calendrier vaccinal de leurs enfants et ne laissent pas les documents de naissance de leurs enfants traîner dans les centres de santé. Parmi les 5 communes bénéficiaires de la phase pilote de ce projet, Soava a reçu les félicitations du ministère de la Santé. La commune de Soava, au cours de différentes étapes de la mise en œuvre, a montré son engagement dans la réussite de ce challenge. Les autorités communales ont pris à bras le corps l'initiative et ont fait de sa réussite un sujet de préoccupation de tous les instants. Ce forum bilan consacre la fin du projet initiative vaccinale décentralisée qui sera expérimenté dans d'autres communes du Bénin. Le défi pour le conseil communal de Soava est la pérennisation du programme. À cet effet, d'autres partenaires sont invités à le soutenir pour assurer le bien-être des populations. Parlons éducation, à l'école primaire publique de Godomé-Plateau, enseignants et apprenants disposent désormais d'un nouveau module de salle de classe. C'est un don de l'organisation non gouvernementale École de Solidarité. Estimée à plusieurs dizaines de millions de francs CFA, l'infrastructure a été réceptionnée ce mardi à l'issue d'une cérémonie rehaussée par la présence des membres du conseil communal d'Abomey-Calavi. Reportage. Remise de clés et coupures symboliques de ruban et les usagers de l'école primaire publique de Godomé-Plateau entrent officiellement en possession de ce bâtiment. Un module de 3 salles de classe accompagné de 8 cabines de latrines, dont de l'organisation non gouvernementale École de Solidarité. Sans une éducation de qualité, aucune évolution remarquable n'est possible. Pour tout améliorer dans un pays, il faut avant tout améliorer le système d'enseignement. L'ONG École de Solidarité et ses partenaires l'ont compris, d'où ce projet. D'un coût global d'un peu plus de 33 millions de francs CFA, la bâtisse vient combler le déficit en salle de classe dans ce lieu de savoir. Du coup, ce geste des donateurs va contribuer à l'amélioration des conditions de travail à enseignants et apprenants. Au nom des élèves de l'EPP Godomé-Plateau, au nom des enseignants, au nom des parents d'élèves, je n'ai qu'un seul mot aujourd'hui. Ce mot, vous le connaissez bien.
Merci. Nous, élèves de l'EPP Godomé Plateau, sommes très reconnaissants de ce joyau que vous venez gracieusement de nous offrir. Nous vous promettons d'en faire bon usage. Seulement, l'utilisation de cet ouvrage nécessite l'équipement en mobilier. Et les autorités municipales présentes à cette cérémonie ont apporté une assurance aux usagers. C'est vrai, nous avons remercié beaucoup l'ONG à travers sa présidente et le président du conseil d'administration. Je voudrais m'engager et tout de suite, sous le contrôle du maire représenté par son deuxième adjoint, que d'ici la semaine prochaine, les salles seront dotées des mobiliers. Mes enfants, chers écoliers, est-ce que vous êtes contents de ça? La mairie de Calavi vient de jouer sa partition. Mais maintenant, la balle est dans votre camp. Est-ce que vous êtes prêts à travailler? Est-ce que vous êtes prêts à décrocher les meilleurs résultats? Des performances scolaires souhaitées pour récompenser les efforts de l'ONG d'origine allemande qui est présente au Bénin depuis 25 ans et qui compte déjà 51 projets d'assistance. Quant à l'EPP Godomé Plateau et ses près de 200 écoliers bénéficiaires de ce 51e chapitre, les priorités de leur restent la clôture et l'électrification. Un autre don de module de salle de classe, cette fois-ci au CEG de Toribo-Cito Centre. C'est un don de l'entreprise été entendée Eau Technologie et Environnement, productrice de l'eau minérale FIFA. Il s'agit d'un module de 4 salles de classe accompagné des latrines et d'un lave-mains. L'ouvrage a été réceptionné ce lundi en présence des parents d'élèves très enthousiasmés. Wahab Alipara pour les détails. Accueilli en liesse par les apprenants du CEG Toribo-Cito Centre, la délégation de l'entreprise Eau Technologie et Environnement, productrice de l'eau minérale FIFA, est également génitrice de ce module de 4 salles de classe plus cabine de latrine et lave-mains. Par ce geste, Christian Mondianayi et ses partenaires viennent concrétiser leur volonté d'œuvrer à l'épanouissement des enfants et au développement de la commune de Toribo-Cito. Vous êtes le renouveau, vous êtes la pérennité et la continuité de notre nation. Votre réussite est donc un enjeu majeur pour notre collectivité. En tant que fils de Tori, au-delà de l'honneur qui me revient, je vis cet événement plus que privilège. Aujourd'hui, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur l'avenir des élèves qui bénéficieront et pourront jouir de cette infrastructure. Ces nouveaux locaux leur apporteront un cadre d'évolution qu'ils sauront, j'en suis persuadé, s'approprier et respecter. En effet, la conception des locaux de cette école a poursuivi des objectifs précis. Avec ce nouveau bâtiment, le CEG de Toribo-Cito se dote d'un équipement moderne, respectueux des normes de sécurité et d'hygiène. Le CEG de Toribo-Cito ne connaissait qu'un seul bâtiment dans lequel les élèves se croîtraient pour recevoir la connaissance. Ces conditions, très peu favorables à un bon apprentissage, ont touché la sensibilité des responsables de FIFA de Sainte-Luce qui ont réagi promptement au grand bonheur des principaux usagers. Ce module de 4 salles a permis non seulement notre installation définitive sur ce site, mais aussi d'abriter les cours depuis le 16 septembre 2019 dans les conditions plus que normales. Ce joyau a contribué à améliorer nos conditions de travail, d'hygiène et à soulager nos peines et souffrances. D'ores et déjà, nous vous disons merci pour nous avoir construit ce module de 4 salles de classe, toutes équipées, plus un lave-mains, plus une toilette double cabine. Nous prenons l'engagement, mes camarades et moi, et promettons d'en faire un usage correct, une utilisation judicieuse pour en faire profiter beaucoup d'autres générations. Je crois que c'est une fierté pour la cour royale et pour le roi que ça soit un fils de Tori, une entreprise de Tori installée à Tori, qui a sa matière première à Tori, qui contribue au développement social de Tori. C'est une fierté pour le roi et il a tenu
à manifester cette fierté. Le roi et sa cour donnent des bénédictions à ce groupe, leur souhaitent une longévité, une bonne santé et que leur entreprise prospère davantage et que l'esprit de partage les anime davantage. Pour le compte de cette année, l'entreprise Haute Technologie et Environnement souhaite intervenir dans le domaine de la santé. Elle promet pour le centre de santé de Toribocito un bloc opératoire et bien d'autres accessoires en vue de soulager au mieux les patients contraints de parcourir des kilomètres pour bénéficier d'un soin de santé adéquat. Alors à présent, sur les axes routiers du Bénin où des actes d'incivisme sont légion, les derniers en date sont visibles sur le tronçon Paouida où les lampadaires solaires installés le long de la route sont amputés de leur batterie. Du coup, l'éclairage public est défaillant, créant une psychose au niveau des usagers. C'est un constat signé Narcisse Alossé. Voici ce qui reste aujourd'hui de ces candélabres, moins de 5 ans après leur installation, le long du tronçon Paouida. Sur plusieurs portions de la route, nombre d'entre eux ne s'allument plus parce qu'ils sont amputés de leur batterie. Depuis un certain temps-là, je constate vraiment sur la voie qu'il y a vraiment des lampadaires régulièrement éteints là. Bon, moi-même, je me suis posé la question que vraiment, comment ça peut se faire pour que les gens puissent enlever les lampadaires comme ça là, ça m'étonne. Étonnés, tout comme les autres usagers de la route, face à cet acte d'incivisme qui s'amplifie au fil des jours et qui plonge les lieux dans l'obscurité. Le constat est saisissant ici avec un seul lampadaire encore fonctionnel sur une distance de près de 200 mètres. Et ils arrivent à faire ça comment? Ça veut dire que c'est les connaisseurs qui le font. Et quand ils prennent les batteries, ils s'en vont vendre où? Donc normalement, on doit pouvoir faire des enquêtes en la matière pour voir, pour suivre un peu l'issue de ces batteries-là. Des enquêtes, oui, mais le comble, c'est la proximité des postes de police avec le lieu du crime. Un crime qui crée bien de désagréments aux usagers de la route. Ça crée des désagréments parce que celui qui n'a pas de phare, par exemple, et qui est au niveau des lampadaires éteints là, mais ça peut créer des accidents parce que si toi tu ne le vois pas, tu ne vois pas celui qui est devant toi, tu vas le cogner facilement. Au début, lorsque les lampadaires se sont installés, nous sommes vraiment contents parce que ça nous éloigne un peu de l'insécurité qui régnait sur la voie auparavant. Je me souviens, il y a une fois, on ne prenait pas ici. C'est ici à Wikandji, non? Et puis il y avait un braquage. On était obligés de nous arrêter au péage là-bas et de partir en convoi. Le constat est à la limite révoltant. Et pour qui connaît ne serait-ce qu'un peu l'histoire des lieux, les risques de braquage sont perceptibles et la psychose s'installe même déjà. Même les bonnes dames qui sont ici à des heures données, les dames n'arrivent pas à rester ici longtemps pour pouvoir vendre parce que chacun cherche à sauver sa tête. C'est pourquoi même nous qui travaillons à Ouida, nous faisons tout possible pour rentrer chez nous tôt. Face au phénomène d'insécurité, la lucidité ne manque pas dans les propositions. Il faut que les autorités prennent des dispositions pour décourager ça. Il faudrait qu'on mette des militaires là la nuit pour surveiller au moins. Il y a des gens, on peut mettre des militaires là qui sont en train de faire leur patrouille jusqu'au lendemain. Parce que ça nous sert. L'étranger qui va arriver maintenant et qui sait que Ouida est une ville historique et qui va à Ouida et qui sort la nuit et qui rentre dans l'obscurité, ça n'honore pas le pays. L'évidence aujourd'hui, c'est que ces infrastructures installées à grands frais pour la sécurité et la quiétude des populations souffrent de l'absence d'un système de surveillance. Conséquence, elles sont défigurées et on dénombre près de 70 lampadaires dont les générateurs ont été sectionnés. Le nombre 100, c'est peut-être dans quelques jours, si rien n'est fait. Sport à présent, l'édition 2020 du marathon salésien de Parakou a eu lieu ce samedi 8 février. Cette compétition a réuni des centaines d'athlètes venus de plusieurs pays de la sous-région et du monde. Les marathoniens ont couru pendant des heures pour célébrer comme d'habitude la culture et le sport. Retour sur les temps forts avec René Soglo.
Instant décisif pour réussir le nouveau parcours du marathon salésien édition 2020. Le père Guillaume donne des informations utiles aux coureurs de cette 13e édition à Badek-Barou dans la commune de Tchao. Au Kédama, vous aurez fait 10 km 100 mètres. Et quand vous arrivez à Hubert Maga, ça vous fait 11 km 100 mètres. Et à partir de Okedama, vous allez faire le même circuit que les 21 km 100. Ce qui fait qu'en arrivant au bout du rouleau, vous allez faire les 42 km 195. Le prochain ravitaillement, c'est à Badek-Barou. Et puis après tous les 3-5 km, vous aurez de ravitaillement. Athlètes au départ. Ils sont au total 846 athlètes, dont 251 femmes à prendre part à la compétition dans les catégories 42 km 195, 21 km 100, 10 km et 5 km. Et c'est parti pour de longues heures de course à pied pour ces athlètes venus de 16 pays, y compris le Bénin. L'objectif est clair, finir premier à la ligne d'arrivée à Baka, dans le 2e arrondissement de Parakou. Après quelques foulées chez les hommes, Roch Karouantiédé, vainqueur de l'édition précédente, va se détacher du groupe, suivi comme son ombre par Stéphane Beyonvi dans la catégorie 42 km 195. La bataille pour finir premier va durer des heures, mais finalement, c'est le Bénino-Ghanéen Stéphane Beyonvi qui va terminer en tête. Le dossard 50 affiche un chrono de 2h35 minutes 50 secondes contre 2h37 minutes 34 secondes pour l'ancien vainqueur, ainsi détrôné. Côté dames, c'est devenu une habitude pour Alassane Benti qui l'emporte sans souci. Elle conserve son titre de championne avec un chrono de 2h54 minutes 30 secondes. Et je suis très contente d'avoir remporté la première place et j'ai maintenu toujours ma place. J'ai fait moins de 3 heures. Je crois que mon objectif est en train d'atteindre progressivement. Tel dans une équipe de football où chacun joue son rôle pour une victoire collective, les organisateurs travaillent à la chaîne. Pendant que les marathoniens encore en piste sont ravitaillés en eau, ceux qui franchissent la ligne d'arrivée sont accueillis par des agents de santé. Dans le rang des forces de sécurité publique également, on s'active pour que tout se déroule sans faille. Dans le reste des épreuves lancées un peu plus tard dans la journée, Château-Yani s'impose pour les 21 km 100 en 1h11 minutes 11 secondes, tandis que Babadoua Nipikou finit en tête chez les dames avec un chrono d'1h34 minutes 16 secondes. Sur le parcours de 10 km hommes, c'est Sylvain Azorin, le vainqueur, avec une performance de 31 minutes 48 secondes. La première place côté dames revient à Kadidjatou Koto qui réussit le parcours en 41 minutes 24 secondes. À l'heure des récompenses, en plus des maillots et autres lots offerts à tous les participants, les 3 lauréats des différentes catégories des 42 km 195 et 21 km 100 ont reçu respectivement chacun une enveloppe financière de 200 000 francs CFA, 150 000 francs CFA et 100 000 francs CFA. Cette randonnée annuelle est saluée par les autorités de la ville de Parakou. L'initiative cadre avec les objectifs du président Patrice Talon qui encourage toute initiative privée ou publique qui concourt à la promotion du sport, va souligner le directeur départemental du sport. Si Saint-François de Sales, depuis 13 ans, a commencé par organiser cette édition du marathon, je crois que nous avons le droit de venir l'encourager. Ma présence ici, aujourd'hui, à la remise de ce prix, témoigne vraiment du regard que notre ministère est en train de faire à travers cette initiative. De son côté, le représentant du préfet du Borgou tire les grands enseignements du thème de cette 13e édition du marathon salésien. Je voudrais en premier lieu décerner à l'ensemble de vous tous les athlètes de différentes nationalités en provenance de divers pays du monde, pour le sacrifice consenti en vue de prendre part aux compétitions. C'est la preuve du lien d'amour unissant les athlètes des 4 coins du monde, d'où le terme « l'amour murmure toujours, même quand les amoureux
n'ont rien de secret à se dire. Ce thème qui est retenu dans le cadre de cette édition est choisi à juste titre. Et au regard de ce que nous avons constaté ce matin, nous pouvons dire que le marathon sahélien de Parakou est en train de rentrer dans la cour des grands marathons. Et pour ce, nous souhaitons longue vie à ce marathon. Nous souhaitons du courage aux promoteurs et nous sollicitons les différents sponsors qui restent encore à la touche de venir le rejoindre. Le marathon salésien a été une réussite grâce aux efforts conjugués de tous les acteurs impliqués pour célébrer le sport et la culture. C'est toutes les catégories de personnes de ce pays, le Bénin, qui se sont mises ensemble pour que le marathon ait lieu dans la paix et dans la joie. C'est un projet qui se cache derrière ce nouveau parcours du marathon salésien, comme le révèlent les Oblats de Saint-François-de-Sales. Il s'agira à la fois d'un complexe sportif et d'une résidence universitaire pour accueillir les jeunes. Les infrastructures aux normes internationales que nous allons installer ici permettront aux talents locaux et ceux qui viendront d'ailleurs de pouvoir s'entretenir, s'entraîner. Même après avoir fourni tant d'efforts, les athlètes ont encore de la ressource pour s'égayer. Rendez-vous est déjà pris sans aucun doute pour la 14e édition qui est placée sous le thème « La nature est belle ». Elle aura lieu le 2e samedi du mois de février 2021. Voilà, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Au revoir.